débat. Faut-il réécrire les classiques? Que faire avec les œuvres qui diffusent des stéréotypes racistes, antisémites ou encore sexistes? Des questions qui divisent énormément. Le débat est très sensible. Avec nous autour de la table pour en parler, Tiffaine Samoyau. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes directrice d'études à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, écrivaine, autrice de toutes sortes de misérables aux éditions du Seuil. Avec nous également Lilia Hassen. Bonsoir. Bienvenue également. Vous êtes écrivaine, animatrice de l'émission de radio littéraire Au Livre, etc. C'est le samedi sur France Inter. Tiffaine Samoyau, disons-le d'emblée, réécrire les classiques. C'est un grand classique, c'est vieux comme l'écriture. C'est absolument vieux comme l'écriture, c'est un grand classique. En réalité, les livres ont toujours été réécrits. Et la définition même du classique, c'est d'être un livre repris, réécrit, traduit, adapté, trituré, charcuté, etc. Ouais. L'historienne Laura Murat, que vous connaissez, autrice du livre « Toutes les époques sont dégueulasses », dont on parle beaucoup aujourd'hui, « Toutes les époques sont dégueulasses », dit ceci sur Radio France dans le book club de Marie Richaud. Elle dit à la question « Faut-il réécrire les classiques ?» Elle est d'accord avec vous. On pourrait rapidement répondre que oui. Elle prend l'exemple, par exemple, de Racine, Jean Racine à réécrire Phèdre d'après Euripide, ou encore Joyce réécrire Homère avec son roman Ulysse. Est-ce que vous êtes d'accord? Les textes sont modifiés et réécrits depuis toujours, d'abord pour des raisons, comment on pourrait dire, esthétiques, littérairement parlant. Pour des raisons esthétiques, pour des raisons d'époque aussi. En fonction des différentes époques, on ne lit pas de la même manière. C'est le regard du lecteur qui se déplace. Il suffit de voir La Fontaine, qui a tiré ses fables d'Ésope. Et puis aujourd'hui, Lucchini les reprend en Verlan. Et puis Sophie Fontanelle écrit les fables de La Fontanelle. Et puis c'est dans les livres pour enfants qui reprennent, qui abrègent, etc. Donc en fait, c'est des classiques. La définition même du classique, comme le dit si bien Tiffaine Samoyau, c'est d'être trituré, d'être repris, d'être modifié en fonction des époques. D'être adapté au goût et aux attentes des époques successives. Alors c'est ce que montre votre livre, c'est assez fascinant, toutes sortes de misérables. Tout part d'un souvenir d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Effectivement, moi j'ai découvert la littérature dans les livres pour enfants, comme beaucoup de personnes, et en particulier dans des éditions abrégées des classiques. Donc il y a eu évidemment les mythes antiques, mais il y a eu Les Misérables. Et en particulier, il y a eu un volume de Cosette qui m'a absolument fascinée et qui m'a entraînée vers la littérature et qui m'a conduite finalement plus tard à lire l'œuvre en entier. Et je me suis posé la question, à cause de ce débat précisément d'aujourd'hui... Cosette abusivement attribuée à Victor Hugo. Oui, alors ça c'est très drôle parce qu'effectivement j'ai découvert que Cosette, ce livre que Victor Hugo n'a vraiment jamais écrit, puisque aucun de ses livres ne s'appelle vraiment Cosette, eh bien il y en a 60 versions à la Bibliothèque nationale, toutes différentes. Et ça prouvait à toutes les époques, depuis le vivant de Victor Hugo, on a commencé à le réécrire. Pardon, je vous ai coupé, vous disiez, et donc dans ce débat, vous disiez... Dans ce débat, j'ai justement voulu comprendre pourquoi cette indignation, alors même que ce mouvement de réécriture a toujours existé, et j'ai voulu rentrer dans les circonstances historiques de ces réécritures pour comprendre le type de réécriture qu'il y avait aujourd'hui et les raisons de l'indignation. Qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui on s'indignait plus qu'à d'autres époques? Eh bien, c'est parce que effectivement, les œuvres du passé, les classiques, peuvent choquer aujourd'hui. Vous le savez, certaines contiennent par exemple des écrits racistes, des écrits antisémites. Alors, Lilia Hassen, je vous pose la question. Que faire? D'aucuns crient à la censure, à la moralisation. D'ailleurs, l'historienne que j'ai citée, Laure Murat, dit effectivement qu'il ne faut pas tomber... Alors, elle dit la même chose que vous sur ce qu'on vient d'évoquer, mais elle dit aussi, attention, ça peut être moralisateur et après, tout dépend de qui arrive au pouvoir. Alors, Laure Murat, dans toutes les époques sont dégueulasses, fait une distinction entre réécriture et réécriture. Elle distingue la réécriture qui est une œuvre, qui est une entreprise de création, donc de reprendre un texte et d'ajouter... un regard littéraire, d'amplifier, de prendre un personnage secondaire et d'en faire un personnage principal. Donc ça, c'est un projet littéraire. De la réécriture qui a une visée morale, où là, on va supprimer un mot, ou par exemple, quand on change le titre d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres en Ils étaient 10, qu'est-ce qu'on fait quand on change et qu'on enlève un mot et qu'on enlève ce caractère raciste d'un titre? Est-ce qu'on ne fait pas un cadeau à Agatha Christie finalement qui a choisi quand même une comptine raciste à une certaine époque
mais qui faisait aussi partie de son histoire. Est-ce que le fait de le transformer, est-ce qu'on lui fait pas un cadeau aussi à elle? Et est-ce qu'un livre ne doit pas être le témoignage Aux États-Unis, le titre a changé en 1940, 1985 au Royaume-Uni. C'est étonnant que dans le monde francophone, en France, c'était il y a... C'est pour ça que dans ce cas, il me semble que ce changement était légitime. Et quand vous dites aujourd'hui, il y a des choses qui choquent, en réalité, à toutes les époques, il y a des choses qui choquent. Il se trouve qu'au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, c'était davantage les scènes de sexe ou d'amour qui choquaient. Bien sûr. Aujourd'hui, ça va être les propos racistes. Mais finalement, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'essayer de donner des outils pour comprendre pourquoi on réécrit et est-ce que c'est légitime ou non. Des changements cosmétiques, juste changer un terme, ne rendra pas forcément un texte. Donc vous, le titre, là, typiquement, ça vous va, le titre, mais dans l'intérieur, dans le corps de texte, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met des annotations? Est-ce qu'on fait une préface? Est-ce qu'on contextualise? Effectivement, moi je pense qu'il faut absolument situer ces réécritures, c'est-à-dire les prévenir pourquoi est-ce qu'on ne peut plus lire ce texte comme on le lisait autrefois. Si on veut continuer à faire un usage partagé de la littérature, c'est-à-dire si on veut continuer à faire du commun avec la littérature, eh bien on doit aussi faire usage de cette littérature. Et la réécrire, c'est aussi jouer avec, c'est aussi se donner du pouvoir, la possibilité de réécrire les textes et la possibilité de devenir écrivain soi-même. Et pas seulement lecteur. Et quand on est lecteur ou lectrice, on est aussi potentiellement écrivaine et écrivain. Et je pense que le jeu de réécriture a toujours été déterminant pour la littérature du futur. Après, c'est vrai que ça peut être quand même très dur. Prenons l'exemple de Tintin au Congo. Le parler petit nègre qu'Hergé, mais pas seulement lui d'ailleurs, met dans la bouche de ses personnages. C'est une réduction inventée par les colons qui fait miroiter qu'en fait, les Noirs, par exemple en Afrique, au Congo, ne pourraient jamais accéder à la langue française. Comment on fait là concrètement dans ce cas-là? Parce que Tintin, honnêtement, je veux dire, même les enfants, bien entendu, pas seulement, mais en raffolent. Je crois qu'il y a eu une préface, un projet de préface à un moment pour expliquer, pour contextualiser. Je pense qu'effectivement, il faut expliquer. Hergé, à la même époque que lui, il y avait d'autres auteurs qui ne tombaient pas dans le cliché raciste. Donc ça dit aussi quelque chose de lui en tant qu'auteur. Et je crois qu'il faut quand même pouvoir le dire. Après, quand on change chez Roald Dahl le mot gros et qu'on met énorme parce que gros, c'est de la grossophobie, c'est vrai que moi, ça me pose problème. C'est-à-dire que je préfère expliquer à mon enfant que c'est dans le cadre de la littérature qu'on joue avec les mots. On peut trouver des explications aussi en tant que parent pour les enfants. On peut aussi discuter aussi de la littérature. Mais pas retirer. Mais pour vous, vous dites pas retirer. Certains disent c'est priver les opprimés, retirer, réécrire les classiques, c'est priver les opprimés de l'histoire de leur oppression. Oui, moi, je me suis posé la question dans mon prochain livre qui se passe au XIXe siècle, par exemple, l'histoire se passe en Jamaïque, dans l'Angleterre coloniale, donc avec encore cette histoire de l'esclavage. On ne disait pas noir, on disait nègre. Et alors ce mot, difficile de l'éluder. Et donc c'est difficile de ne pas l'écrire. Mais moi aujourd'hui, avec mon regard d'aujourd'hui et avec ce que je sais, l'écrire, ça a un poids. Mais en le faisant, ça veut dire que je le choisis, ça veut dire que je suis capable d'expliquer pourquoi je le fais, et je serais très, très gênée qu'on le supprime. Et peut-être que dans les traductions, ce sera intéressant de voir si ce livre est traduit, comment vont le traduire les Américains, comment vont le traduire les Anglais. Oui, sur les traductions, c'est intéressant parce qu'on voit que pour certains textes, certaines réécritures certaines traductions de la fin du 19e siècle, par exemple, de Mark Twain, sont bien plus racistes que l'original. Et puisqu'il y a des traductions moins racistes, on peut aussi supposer que plus racistes, on peut supposer que certaines traductions puissent l'être moins. Pour ce qui est de Tintin au Congo, beaucoup de bibliothèques ont décidé tout simplement de le retirer provisoirement de leur collection. Mais une chose que je voudrais vraiment affirmer, c'est que jamais les réécritures n'ont supprimé les originaux. Elles cohabitent avec les originaux qui existent comme documents, qui existent pour les historiennes et les historiens. Et les réécritures. Oui, après tout, on pourrait lire les deux, de toute façon. On peut absolument lire les deux. Et d'ailleurs, très souvent, ce sont ces versions abrégées ou réécrites ou illustrées ou filmées ou adaptées qui nous conduisent ensuite vers les textes. Alors parfois, tout de même, il y a, pour celles et ceux qui nous regardent, parfois, et d'ailleurs nous tous, même quel que soit notre métier, on tombe des nues. Alors certains le savent depuis longtemps sans doute, mais Voltaire, par exemple, le prince des Lumières, poète, dramaturge, historien, apôtre de la tolérance, mais avec une face cachée. Alors parfois on peut lire misogyne, homophobe, anti-juif, anti-musulman à l'époque. Alors qu'est-ce qu'on fait avec Voltaire? Comment fait-on, l'auteur de Candide sous l'optimisme, du traité de la tolérance ou du dictionnaire philosophique? On réécrit Voltaire? Non, mais ce sont toujours les mêmes textes qui sont enseignés, diffusés.
Ensuite, ce sont les spécialistes qui vont travailler sur les textes qui éventuellement comportent des propos qui pourraient nous choquer aujourd'hui et qui peuvent être évidemment là contextualisés, historicisés. Je crois qu'il est important, pour ne pas être relativiste et dire que toutes les versions se valent, de montrer la pertinence historique et la condition de production de chacune de ces réécritures et comprendre que quand elles sont faites pour des enfants, pour des écoles, dans un but ludique ou dans un but éducatif, on ne va pas avoir exactement les mêmes types de réécriture. Mark Twain, vous avez évoqué les aventures de Huckleberry tout à l'heure, notamment, où il y a l'utilisation, certains disent qu'il aurait fallu utiliser esclave plutôt que nègre, notamment. Mark Twain survole... En fait, le problème, c'est que ce n'est pas la même chose. Il y avait des esclaves affranchis, donc c'est pas le même sens. Donc la réécriture pourrait avoir du sens là pour le coup en effet, ou pas forcément. Ça dépend de ce que l'auteur a voulu aussi en faire. Exactement, les mots ont quand même un sens, c'est-à-dire dans un cadre de dénonciation du racisme, le mot esclave n'a pas le même sens que le mot noir ou nègre. On pourrait se poser la question sur Roald Dahl, quand les héroïnes éponymes de Sacrées Sorcières ont des perruques, le nez recourbé et le rapport à l'argent, ce qui rappelle dangereusement les vieux stéréotypes antisémites. Les cas sont légion, quelles que soient les littératures francophones, anglophones, hispanophones. Lilia Hassen, il y a quelques mots qu'on n'a pas encore prononcés. Wokisme, cancel culture, culture de l'annulation. Alors quand on associe cela au débat qu'on a aujourd'hui, alors là ça enflamme tout. Certains hurlent à la censure. Est-ce qu'il existe, selon vous à toutes les deux, vous nous en avez déjà donné des clés, une manière apaisée, factuelle et réfléchie d'apaiser les choses? Mais là vous montrez l'édition de Pénélope Bagieux, qui est une BD... qui est une réécriture. Et donc, elle en a fait autre chose, elle l'a transformée. On peut choisir aujourd'hui de lire cette version à nos enfants. Et puis, si on lit l'original, je pense que de toute façon, ils ne comprendront pas forcément les allusions antisémites du texte à cet âge-là. Et puis après, quand ils grandissent, on pourra toujours l'expliquer. Les textes évoluent aussi. Et je trouve que la manière dont on les lit, elle change. Et qu'on peut toujours expliquer à des âges différents aussi la lecture d'un texte. On lit pas de la même manière à 8 ans et à 15 ans. Donc, c'est aussi comme ça qu'il faut voir les choses. Après, la cancel culture, c'est encore autre chose. Là, on parle de réécriture avec Tiffaine Samogneux. Mais si on supprime totalement les textes des bibliothèques, par exemple, là, j'ai vu qu'en 2026, aux États-Unis, c'est Orange Mécanique qui a été un des textes les plus supprimés. Oui, également Toni Morrison. Et Toni Morrison, voilà. Attendez, pourquoi supprimer pour dans les bibliothèques, les parents se réunissent. Trump qui considère que ce sont des textes qui transforment le récit dominant, le récit de la construction nationale. Donc c'est l'administration qui dénonce le wokisme et la cancel culture qui finalement, lui... Absolument. Et des associations de parents aussi, beaucoup qui ne veulent pas que dans les bibliothèques, on dit les CDI en France, qui aient ces livres-là parce que c'est l'apologie de la violence. C'est pourquoi je crois qu'étant donné que les choses peuvent se redistribuer constamment, il faut absolument sortir de la polarisation. C'est ça. Et donner des outils pour savoir quel projet il y a derrière une annulation, un refus, une suppression de bibliothèque, etc. Il peut y avoir un projet fondamentalement destructeur, comme lorsque l'on fait des autodafés dans des contextes totalitaires. Et il peut y avoir des projets qui se veulent émancipateurs et qui sont en tout cas moins dangereux ou plus ludiques. Dans certaines de ces réécritures, on peut voir par exemple pour Huckleberry Finn, il faut comprendre que Mark Twain, c'est un texte fondamental pour la construction de la nation, de la société états-unienne. Et donc, c'est un texte qui est, là encore, constamment réécrit. Et à partir de ces débats qui ont été soulevés à propos de l'utilisation du N-word, eh bien, il y a un écrivain, Percival Everett, qui a proposé un livre qui s'appelle James, qui est entièrement écrit du point de vue de l'esclave, qui, lui, là, reprend pouvoir sur la narration et sur le récit. Et je pense que s'il l'a fait, là, c'est vraiment une réécriture créative. Mais s'il a pu le faire, c'est aussi parce qu'il y a eu tous ces débats qu'il a voulu les dépasser. Alors, vous avez dit ludique, créatif. J'aimerais juste, pour finir, qu'on termine par une question à toutes les deux, d'ailleurs. Vous avez un prochain livre. Vous en avez écrit un. Est-ce que vous accepteriez qu'on reprenne vos livres et qu'on les réécrive, non pas pour des raisons polémiques, de racisme, de sexisme ou autre, mais pour les simplifier et pour les rendre les plus accessibles possibles? Ça aussi, ça fait débat, nivellement par le bas, démocratisation et ouverture à un plus large public.
Écoutez, moi, ça ne me pose aucun problème à partir du moment où mon livre existe. Si c'est par exemple pour des collégiens, bon, je ne pense pas si on retire tous les passés simples du livre aussi, vous accepteriez ou tous les plus que parfaits? Moi, je les retire déjà moi-même. Ah bon? C'est ce que j'allais dire, j'ai pas l'impression que le prochain livre soit particulièrement compliqué à lire. Donc, voilà. Mais bon. Je ne pense pas que ça soit le passé simple, c'est pas parce qu'il est compliqué, oui. C'est que d'une certaine manière, il relève d'un rapport passé à la langue. Ah oui. La langue, elle évolue tout le temps. Alors vous utilisez quoi? J'aime beaucoup le passé composé. D'accord. Et les narrations au présent sont souvent belles aussi. Ouais. Et puis je trouve que la littérature est vivante, donc tant mieux. Si un texte est repris, c'est qu'il a été lu, c'est qu'il a été aimé, c'est que les gens se le sont appropriés. Donc, merci beaucoup Lilia Hassen, tous les samedis donc à la radio sur France Inter. Et puis Tiffaine Samoyau, on a donc votre livre que l'on a présenté et qu'il faut donc lire pour bien comprendre aussi tous ces enjeux. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau.